Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du dernier Grand Prix, le Grand Prix d'Émilie-Romagne du côté d'Imola, le circuit, l'autodromo Enzo et Dino Ferrari. On va revenir sur ce week-end de course. Je rappelle que c'était le premier week-end avec une course sprint de la saison. On reviendra là-dessus. Note du Grand Prix, bilan des Bleus, top flop, pilote moyen comme d'habitude, le programme habituel. On va essayer que la vidéo soit un peu plus courte que les dernières fois. 40 minutes c'est quand même un petit peu long. Donc on va essayer de se bouger les fesses rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très très bien, on est quasiment à 1200 abonnés. On les aura peut-être passés quand je mettrai en ligne cette vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, que ce soit des vidéos MotoGP, F1, cyclisme, d'autres disciplines, quand on a le temps, qui sont au programme de la chaîne. Eh bien, on commence tout de suite. Ce Grand Prix d'Imola, qui était donc un circuit où on a eu des conditions extrêmement difficiles à Imola. Hein. On a eu de la pluie, du sec, un gros soleil, un beau soleil le samedi, et puis de nouveau des conditions beaucoup plus humides, avec une piste qui s'asséchait dimanche. Et heureusement qu'on n'a pas eu un Grand Prix qui durait plus longtemps, parce que je pense que si on avait eu un Grand Prix qui durait 10 minutes de plus, on aurait dû remettre à un moment les maxi-pluies, tellement les nuages étaient noirs. Mais il y a eu vraiment des conditions difficiles, ce qui n'était pas évident pour un pilote jeune, un pilote débutant, notamment Zhou qui a eu un week-end compliqué. Un circuit qui reste un circuit à l'ancienne où les dépassements ne sont pas si faciles, si aisés, même si on a quand même vu peu de dépassements sous DRS, parce que déjà en course, le DRS a été autorisé en fin de course, hein, à partir du 35e, entre le 35e, je sais plus, 40e tour, le DRS, c'était vraiment en deuxième moitié de course. Et ce qui n'était pas plus mal, parce que ça nous a donné de la bagarre, et c'est un circuit où on peut défendre, hein, on l'a vu notamment avec Pierre Gasly, donc ça a été très intéressant. J'aime bien moi les circuits à l'ancienne. C'est vrai que beaucoup de circuits anciens sont sur la sellette parce que Dominicali a envie d'avoir des nouveaux lieux. Moi ça me gêne pas qu'on ait de l'alternance de temps en temps, mais il y a des circuits, il faut un minimum de circuits, on va dire, traditionnels, des circuits plutôt traditionnels, qui font partie de la tradition de la Formule 1. Comme ça, on s'en sort beaucoup mieux au niveau du français. Et qui font partie de l'histoire de la Formule 1. Imola, premier Grand Prix 80. On parlait de Monaco, qui a toujours connu la Formule 1. Silverstone, Monza, qui ont connu la Formule 1 aussi à leur début. Spa, ce sont des circuits iconiques, et c'est vrai que vouloir s'en débarrasser, je trouve ça énormément triste, surtout si c'est pour les remplacer par le Grand Prix de Las Vegas ou même par le Grand Prix de Miami. On verra s'il y aura beaucoup de spectacles du côté de Miami. Je rappelle que ça sera dans 15 jours. Premier week-end de la saison avec une course sprint qui n'a servi à rien. Presque. Je pense que c'était pas la bonne piste pour emmener une course sprint. Alors la course sprint, ça doit apporter du spectacle. Pour qu'on puisse avoir du spectacle, il faut être sur une piste où on peut avoir des dépassements, où on peut avoir quelque chose qui peut se produire, quoi. On peut avoir des accidents, voilà. Par exemple, en Azerbaïdjan, la course sprint aurait un intérêt, parce qu'il se passe toujours des trucs en Azerbaïdjan. À Monza, ça a un intérêt, parce qu'il se passe souvent des choses, et puis qu'on peut dépasser à Monza. C'est partie des pistes où vous pouvez dépasser. Là, à Imola, je comprenais déjà pas l'intérêt avant le Grand Prix. Je comprends toujours pas l'intérêt après les Grands Prix, parce que Imola, c'est une piste où c'est déjà très compliqué de dépasser. On l'a vu chaque année, même sous la pluie, c'est compliqué de dépasser à Imola. C'est une piste à l'ancienne, c'est une piste où en plus il y a peu de lignes droites, et même la vraie ligne droite, on va dire, de ce circuit n'est pas totalement droite. Il y a que, je dirais, la portion en ligne droite, vraiment droite, la plus longue, c'est entre la Acqua Minerale et la Variante haute, ou Variante Gresini désormais. Donc c'est pas forcément la piste, je pense, qui convenait à une course sprint. Et c'est vrai que samedi, moi je l'ai regardé en plus tard le soir. C'est un truc que j'aurais peut-être pas dû faire, mais je l'ai regardé 21h, enfin tard. Certains vont me dire c'était tôt, oui, mais quand t'as
fait une vidéo que tu as regardé à pas mal de trucs à côté, c'est un petit peu tard. Donc je l'ai regardé à 21h30, 21h45 et je me suis ennuyé ferme parce qu'à part Magnussen, en plus comme il n'y a pas de possibilité stratégique, vous pouvez pas faire d'arrêt au stand, je me suis emmerdé assez vite. Il s'est pas passé grand chose pendant cette course sprint et ça a eu que très peu d'influence vu que le lendemain on est parti sous la pluie, donc les changements qu'on a eu au niveau de la course longue, on va dire, n'ont pas été induites par les résultats de la course sprint. La note de ce Grand Prix, pour moi, 14 sur 20. J'ai longtemps hésité sur la note du Grand Prix. Parce que je me suis dit, est-ce que je mets une bonne note? Le Grand Prix est quand même pas mal. Alors je me suis dit, est-ce que je mets 16 ou 15? Puis après, je me suis dit, en vérité, on a eu des bonnes qualifications. On a eu des qualifications surprenantes vendredi, mais qui étaient quand même dures à suivre, parce qu'il y a eu énormément d'arrêts dans cette session de qualification. Que la Q2, ça s'est joué dans les 5 premières minutes, parce qu'après, c'était impossible d'améliorer son chrono. Que la Q3, la hiérarchie, on voyait qu'elle était quand même assez nette entre Red Bull devant et Ferrari qui était un ton derrière. Et puis au final, j'ai mis 14 sur 20, parce qu'il y a des choses qui m'ont plu. Et puis, par exemple, la bagarre la bagarre Leclerc, Verstappen en course le samedi, Hamilton, Gasly, la bagarre du milieu de peloton dimanche. Mais il y a eu, je trouve que cette course sprint n'avait pas d'intérêt et que le Grand Prix, j'ai vu des Grands Prix plus spectaculaires, donc c'est pour ça que j'ai mis 14 sur 20. On passe tout de suite au bilan des Bleus, pardon. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Esteban Ocon, j'ai mis 7 sur 20. J'ai mis la même note aux deux Français, je commence avec Esteban. Quand tu plantes ta qualif le vendredi, forcément c'est compliqué, surtout c'est un circuit comme Imola. Et puis je pense qu'il n'avait pas énormément de rythme en fait sur ce week-end de course. Mais forcément, quand tu pars aussi loin sur la grille de départ, même s'il y a course sprint, même s'il y a 2 courses dans le week-end, tu peux pas faire des merveilles. Il manquait du rythme à Esteban. La Renault, je pense, avait la capacité, l'Alpine avait la capacité de rouler vite, on l'a vu avec Fernando, mais Ocon n'a jamais réussi à trouver le rythme. Alors, est-ce que c'était parce qu'il avait l'ancien fond plat? Est-ce que c'est une piste qui ne lui convient pas? Ça je ne sais pas, mais il était en déficit de performance. Et je pense qu'il y a, c'est dommageable parce que c'est le premier coup d'arrêt de sa saison à Esteban, qui faisait jusqu'à maintenant vraiment un très bon début de saison. Là, c'est vrai que ça fait un petit coup d'arrêt au pilote français, mais sur ce week-end-là, il n'avait pas de rythme. Il n'avait pas de rythme. Il finit très loin de toutes les séances. Donc c'est dommageable parce qu'il y avait, je pense, peut-être un résultat à faire. Mais il manquait cruellement de rythme par rapport à son équipier et il a jamais trouvé la solution parce que même son rythme de course c'était pas dingue. Je regardais surtout dimanche, un peu moins samedi, mais dimanche je regardais son rythme pendant une dizaine de tours. Je regardais l'écart qui fluctuait avec le pilote de devant, le pilote de derrière. Il y avait pas de rythme. En plus il y a les 5 secondes de pénalité. Pour l'UNCEF Release, ça c'est un truc qui me pose quand même problème, l'UNCEF Release. Parce qu'on donne la pénalité au pilote, alors que pour moi, c'est une erreur de l'équipe. Et je trouve on lui donne 5 secondes, on va dire, c'est pas énorme comme pénalité, ça a quand même des conséquences sur son résultat. Mais on le pénalise lui, alors que c'est une erreur de l'équipe. Pour moi, il faudrait mettre une pénalité au niveau du classement constructeur pour les NCF Release, plus que une pénalité pilote. Pour moi, il faudrait dire, tu fais un NCF Release pendant le Grand Prix, d'accord, les points que marque ton pilote au niveau du championnat du monde ne compteront pas sur cette course-là. Comme ça, déjà, on aurait peut-être beaucoup moins d'unsafe release, parce que ça serait une pénalité qui est forte. Là, la pénalité déjà n'est pas énorme, parce que c'est 5 secondes. Donc les unsafe release, on continuera d'en avoir.
Et je pense que pour augmenter la sécurité dans les stands, il faudrait que la pénalité soit forte. Parce que comme ça, on fera attention dans les stands, il y aurait un peu plus de stress pour prendre ce type de pénalité. Et surtout, pour moi, c'est l'équipe qui est responsable. Le pilote peut pas contrôler. En plus, les rétros quand même d'une Formule 1, on voit pas grand-chose. Il peut pas contrôler l'arrêt au stand des mecs derrière. C'est au mec au panneau, à la sucette, qui doit faire le job. S'il fait pas le job, c'est de sa faute à lui, mais on pénalise le pilote. Voilà. Mais j'ai toujours eu un problème avec cette pénalité qui revenait au pilote et pas à l'équipe. Je poursuis avec Pierre Gasly, 7 sur 20, devancé par Tsunoda qui fait quand même un bon week-end, il faut le dire, Yuki. Donc comme quoi la voiture pouvait bien se comporter sur cette piste, mais Pierre Gasly n'a jamais trouvé la solution. Très loin en qualification. Alors certes, du côté d'AlphaTauri, on s'est complètement planté en termes de stratégie en qualification parce que on ne fait pas repartir Pierre. Alors je ne sais pas si c'était à cause d'un problème mécanique, d'un problème de stratégie tout simplement, mais ça déjà c'est une erreur. Donc ça lui coûte très cher parce qu'il part 17ème sur la grille de départ et que ensuite lui aussi ça lui pourrit tout son week-end. Bon voilà, alors en plus il y a le contact avec Zhou. Là aussi il n'est pas foncièrement responsable, hein. Je pense que Zhou a tenté de dépasser à Piratella, c'est un endroit risqué. Pour moi c'est une petite erreur de Zhou, c'est pas non plus un drame autour de Zhou, mais ça lui coûte cher. Et puis ensuite, oui, le week-end devient plus compliqué. Pourquoi j'ai pas mis 8? Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis 8 ou 9, ce que j'aurais pu faire. Bien parce que j'ai trouvé que sa défense face à Hamilton dimanche était vraiment trop agressive en fin de course, où vraiment il zigzaguait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je trouve que c'est même bizarre, on lui a pas mis de pénalité. Alors que pour moi on aurait pu lui mettre au moins un drapeau noir et blanc, parce que c'est un peu fait pour ça normalement le drapeau noir et blanc. Parce qu'il y a un moment, sa défense était beaucoup trop importante entre Tamborello et Villeneuve. Il arrêtait pas de faire des zigzags. À un moment, je veux bien qu'on soit difficile à dépasser, qu'on se défende, ça c'est tout à fait normal. Mais là, c'était quand même un petit peu dangereux, surtout qu'il se remettait pile sur la trajectoire dans la phase de freinage. Ça c'est dangereux aussi. Donc voilà, ça j'ai pas aimé du côté de Pierre Gasly. Et puis, il n'a jamais trouvé la solution pendant tout le week-end. Donc dommage pour le pilote français qui a vécu un week-end compliqué. On passe tout de suite au pilote au top. 6 pilotes au top ce week-end. Je commence avec Max Verstappen. Dans le classement, Verstappen, Hamilton, 2 pour Verstappen, 1 pour Hamilton. Je rappelle que lors du Grand Prix d'Australie, j'avais dit à peu près, pour moi c'était du même niveau de sévérité d'un côté et de l'autre, donc j'avais mis 1 partout. J'avais mis égalité, donc j'avais pas compté, et qu'il y avait 1 pour Hamilton du côté de Bahreïn, et qu'il y avait 1 pour Verstappen du côté de l'Arabie Saoudite. Pour ce Grand Prix, donc Verstappen, 19 sur 20, Grand Prix parfait. J'ai pas grand chose à dire. Pourquoi j'ai pas mis 20 sur 20, j'ai hésité avec le 20 sur 20. C'est qu'il rate son départ en course sprint. Pour moi, il fait un mauvais départ. Mais ensuite, il se rattrape bien en fin de Grand Prix. À part ça, le week-end est parfait, meilleur tour en course, et il marque le maximum de points qui était possible, 34 points. Heureusement que Leclerc avait pris de l'avance sur les 3 premiers Grands Prix, parce que très clairement Verstappen ce week-end, s'il n'y avait pas eu cette avance-là, il serait en tête du championnat du monde s'il n'avait pas eu 2 abandons pour des problèmes mécaniques. Donc vraiment très bien. J'ai l'impression que la voiture était beaucoup plus constante dans les mains de Verstappen que dans les derniers Grands Prix. C'est que j'avais dit le Grand Prix dernier en Australie, je suis assez inquiet pour Red Bull parce que ils arrivent à être... ils ont déjà des problèmes de fiabilité, mais en plus ils comprennent pas pourquoi ils sont rapides. Et la voiture était un d'un coup sous vireuse, un autre coup sur vireuse. Ensuite, elle était hyper stable. Même dans les sessions, on avait vu le tête à queue, notamment dans l'avant-dernier virage en Australie, dans l'épingle. C'était vraiment compliqué de savoir comment marchait cette voiture, et on sentait bien que Verstappen était complètement perdu.
Et bien là, ce week-end, pendant tout le week-end, il a été très à l'aise dans sa voiture. En qualif, il fait un super tour. En course sprint, dès que Leclerc a des petits soucis, il arrive à revenir sur lui tranquillement. En course dimanche, il n'a jamais été inquiété. Voilà, c'est le week-end parfait pour Max Verstappen. Donc c'est pour ça que je mets un 19 sur 20. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire quand le week-end est parfait. Voilà, à part dire que c'est parfait, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Pérez, j'ai mis 16 sur 20 à Sergio Pérez, 3 points de différence parce que pour moi l'écart en qualif il est énorme. Pour moi en qualif Pérez se plante un peu, après il remonte bien lors de la course sprint et il fait un très bon Grand Prix où il prend un très bon départ notamment face à Leclerc, mais j'ai moyennement aimé sa séance de qualification du vendredi. Donc c'est pour ça que je mets 16 sur 20. Après, parce que l'écart de performance est un petit peu plus important que sur d'autres Grands Prix, où j'avais mis 15, j'avais mis 2 points d'écart par exemple en Arabie Saoudite. Mais Pérez a je mets des très bonnes notes à Pérez depuis le début de saison, je m'aperçois. À part le 9 sur 20 qu'il a eu à Bahreïn, il a eu 15 en Arabie Saoudite, il a eu 17 en Australie, donc là 16. Vraiment plutôt des bonnes notes pour Sergio Pérez. J'étais pas aussi gentil l'année dernière avec lui. Du côté du pilote mexicain, là encore, il n'a pas été inquiété pendant la course. C'est-à-dire qu'il a son rythme, il arrive aussi à rester devant Leclerc quand il y a l'arrêt au stand où Leclerc met des softs. Il arrive à passer devant Leclerc, à lui mettre... ensuite, c'est presque lui qui lui provoque la faute parce que c'est en prenant ce rythme de course avec les softs où il arrivait à être très rapide que Leclerc a fait son erreur à la variante haute. Et puis après, derrière, il déroule pendant toute la course, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. À part qu'il a été lui aussi bon pendant le week-end. Encore une fois, l'écart en qualification... S'il règle ce petit problème d'écart en qualification, je lui donnerai encore des très très bonnes notes dans les week-ends à venir. Norris, 16 sur 20. Il s'en sort mieux que Ricardo, ça c'est clair et net. Mais surtout du côté de Norris, un beau podium encore du côté de chez McLaren. Je suis quand même pas peu fier de moi parce que je l'avais mis parmi mes favoris, on va dire, dans mes pronostics. Bon, j'avais mis aussi Hamilton, on se plante aussi. Mais je me disais que Norris, il pouvait faire un bon Grand Prix. Puis pour moi, je pense que McLaren s'est affolé pour pas grand-chose. C'est-à-dire que la voiture marchait très bien en Catalogne, qui est un circuit qui normalement correspond quand même à la majorité. Enfin, il y a des éléments qui correspondent à la majorité des pistes qu'on aura sur la saison. Ils se sont affolés parce qu'à Bahreïn, la voiture ne marchait pas. Mais Bahreïn est un circuit atypique. Ils se sont affolés ensuite en Arabie Saoudite parce que ça marchait pas. Mais l'Arabie Saoudite, c'est aussi un circuit particulier. Alors, ils ont des problèmes de frein, ça c'est clair et net. C'est pas l'équipe non plus qui a les plus gros problèmes avec ses freins. Mais du côté de McLaren, je trouve qu'on s'est affolé très vite et que la voiture se comporte très bien, surtout sur les pistes européennes, me semble-t-il. Ça sera peut-être plus compliqué à Miami le week-end prochain, mais sur les pistes peut-être plus typées européennes, la voiture se comporte très bien et c'est un podium pour Norris. Pour les points au constructeur, c'est bien. Pour les points au championnat pilote, c'est bien. Premier podium de la saison. C'est des points qui sont importants. Et puis pour McLaren, tant que tu prends des points, il est quand même devant Hamilton au championnat du monde pilote. Il est juste derrière Sainz. Et puis il devance largement son équipier au niveau du championnat du monde pilote. Donc c'est vraiment du bon boulot. Déjà lors du dernier Grand Prix, j'avais mis des bonnes notes aux deux, j'avais mis 15. Voilà, je trouve que Norris il est solide. Alors il y a un écart de performance par rapport à le Vettel, je sais pas pourquoi je veux dire le Vettel depuis tout à l'heure, par rapport à Leclerc, par rapport à Verstappen, par rapport à Perez, mais il est quand même devant Russell, il est devant Bottas qui finit fort. Je suis pas sûr que Sainz aurait réussi à venir à bout de Norris, et puis il prend vraiment un départ vraiment très bon, donc très bon week-end de la part de Norris. Bottas 15 sur 20. Bottas il a bien fait de changer d'équipe. Certains disaient oui, passer chez Alfa Romeo c'est pas une bonne idée. Il a bien fait de changer d'équipe parce que s'il était resté chez Mercedes, là il roulerait pour la 15e place. Il apporte des gros points à Alfa Romeo. Je trouve qu'il a bien switché son cerveau
c'est pas toujours facile, on l'a vu notamment avec Ricciardo, de passer d'une équipe, d'un top team à une équipe un peu plus modeste en termes de résultats et en termes de construction de voiture. Je trouve qu'il a bien switché au niveau de son cerveau parce que il attaque pas comme un demeuré. Il fait vraiment des courses très intelligentes et je trouve qu'il a tout de suite pris ses marques dans cette équipe. Donc vraiment en termes de résultats, je suis très content de ce que fait le pilote finlandais. Je trouve qu'en plus il est épanoui dans l'équipe. Enfin vraiment, il est totalement épanoui et il est totalement concentré sur son objectif. Et puis surtout, voilà, comme je disais, du côté de Bottas, on sent qu'il est à fond vraiment dans l'objectif de construire quelque chose avec Alfa Romeo. Et contrairement à des pilotes qui parfois sont arrivés dans des teams un peu plus modestes et ont voulu faire leurs preuves, attaquer à tout va et ont commis beaucoup d'erreurs, bah lui, pour le moment, il fait le job comme il le faisait dans les gros teams. Il fait le job et il marque des points. Et il est devant son équipier qui est certes un débutant, mais il est devant des bons pilotes du milieu de tableau. Et puis l'Alfa Romeo est une bonne voiture. Donc voilà, une belle 5e place. Ce sont des gros points. Que demander de plus pour Bottas? Voilà, il fait le job ce week-end. Malgré un arrêt au stand qui est très compliqué, c'est vrai que Julien Febvre l'a appelé Pierre Richard, mais je trouve que voilà, il fait le job. Donc vraiment du très très bon boulot pour Bottas. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le pilote finlandais. Je poursuis du côté des pilotes au top. Il m'en reste encore 2. J'ai mis 14 sur 20 Tsunoda. Week-end solide. Week-end solide parce que... Enfin, course surtout solide, parce que le week-end était pas si facile que ça. Il part 16e sur la grille de départ de la première course, enfin après cette séance de qualification, 12e de la course sprint, et puis 7e de cette course longue. Pas si loin que ça de Charles Leclerc. Bon. Mais je trouve qu'il a très bien fini son Grand Prix, Tsunoda, c'est-à-dire que en un moment je le voyais vers le 30e tour de course. Bon voilà, il était 10e, il se bagarrait, il avait du mal à être hyper vite avec la voiture, tu sentais qu'il pilotait un petit peu en force, et puis en fin de course, c'est là où il fait son résultat, hein. C'est là où il prend cette 7e place, c'est vraiment sur la deuxième partie de course, je dirais sur le dernier tiers de course où il a fait vraiment du très très bon boulot, et pourtant ça avait mal démarré pour Tsunoda. Je rappelle, il met 2 roues dans l'herbe juste avant Tamborello au départ, donc vraiment c'était pas dit qu'il fasse un bon résultat ce week-end. Il est devant son équipier pendant tout le week-end aussi. Donc voilà, il y a vraiment des très très bonnes choses à noter du côté de Tsunoda. Et puis, on a enfin eu un Tsunoda plus calme. Enfin, j'ai l'impression dans la radio, les quelques radios qu'on a entendues de Tsunoda, c'était beaucoup plus calme que sur d'autres courses. Donc ça va peut-être créer un déclic chez lui en se disant quand je suis calme, je peux être performant, je peux avoir des bons résultats et de pas lâcher, surtout en course. C'est un pilote qui avait peut-être tendance à s'énerver un peu trop facilement, et ce qui fait qu'il lâchait dès que la situation devenait un peu difficile autour de lui. Bien là, il a réussi à s'en sortir alors que le début de week-end n'était pas très bon pour le pilote AlphaTauri, donc c'est très très bien. En plus, c'est un résultat quasiment à domicile pour AlphaTauri. Malgré tout, du côté d'AlphaTauri, j'ai l'impression qu'on a un peu du mal à faire évoluer la voiture parce que là, il y avait un nouveau fond plat. Bon, c'est compliqué, hein, le week-end a été compliqué pour jauger des pièces, mais j'ai pas l'impression que ça marche si bien que ça. Et puis, tu sens que dans la hiérarchie, Alpine est devant, Alfa Romeo Bottas est devant, McLaren est devant au niveau de la hiérarchie, donc j'ai l'impression qu'ils ont du mal à être haut dans cette hiérarchie d'équipe et qu'ils souffrent vraiment. AlphaTauri, je pense que la 5e place va être dure à aller chercher cette année pour l'équipe italienne. Vettel, 14 sur 20, 8e place comme une victoire, il l'a dit en interview. Oui, parce que c'était pas simple. Alors après, Vettel, ces derniers temps, il a eu quand même des très très bons résultats dans des grands prix avec des conditions difficiles. Je pense notamment à la Turquie, où il était monté sur le podium. Je pense à l'Azerbaïdjan aussi, où il prend le podium. Il aime bien les grands prix qui sont pas où
où la hiérarchie est difficile à établir, où ils sont un peu foufous ces Grands Prix, parce que là son expérience parle, et elle a très très bien parlé ce week-end. Il finit devant Lance Stroll, qui pourtant fait un meilleur week-end que les dernières courses. Et puis bah voilà, il sait profiter de ce type d'occasion, Vettel. Comme quoi les accidents qu'il a eu en Australie, c'était vraiment pas dû à son niveau de pilotage et à son manque de temps de roulage du fait qu'il n'ait pas pu participer aux deux Grands Prix. Puis on voit qu'il a tout de suite retrouvé le rythme, Sébastien Vettel. Et puis Vettel, c'est aussi un grand bonhomme. C'est un grand bonhomme de la Formule 1 quand tu le vois signer des autographes sous la flotte le vendredi, alors que bon, il est 18h et qu'il a autre chose à foutre, ou il est 17h30 et qu'il a autre chose à foutre. Enfin voilà, c'est un grand monsieur. Et c'est un pilote qu'on a énormément critiqué, même moi je l'ai critiqué en disant bah, est-ce que ces 4 titres étaient mérités, mais quand t'es champion du monde, t'es champion du monde. Enfin voilà, tous les champions du monde ont mérité leur titre. Parce que en face de lui, il y avait Weber. Si Weber n'a pas été champion du monde, c'est pas juste une décision d'Helmut Marko et des Christian Horner. C'est aussi que en 2010, il réussit à piquer le titre à Weber, mais parce que Weber fait des erreurs en fin de saison. Et puis les années d'après, Weber est moins performant. Et puis en 2014, il a eu du mal à s'adapter à ces voitures hybrides. Mais ce qu'il a fait avec Ferrari, dans un moment où Ferrari était en difficulté, c'est fort. Les choses qu'il fait en ce moment avec Aston Martin, avec pourtant une voiture qui est pénible à piloter, c'est fort aussi ce qu'il fait. Là, il prend un très grand départ. Ils ont réussi à prendre un très grand départ chez Aston Martin, et puis ensuite, il déroule son Grand Prix, il prend son petit rythme, il s'occupe pas trop de ce qui passait devant, il s'occupait peut-être un peu plus de ce qui se passait derrière. Bon voilà, il déborde Magnussen, il a fait son bon petit Grand Prix, et puis en termes de résultats, c'est très satisfaisant pour Aston Martin, donc un magnifique top 8 et un bon 14/20. On passe tout de suite au pilote moyen. On va accélérer le rythme du côté des pilotes moyens. J'ai mis 13/20 à Russell. Il fait le job. Russell, il fait le job. 4e place. Il est devant son équipier. Bon, après son équipier, j'ai l'impression qu'il est quand même en grande difficulté en ce moment. Mais il pouvait pas faire mieux ce week-end. Donc voilà, il pouvait pas faire mieux. Malgré tout, pourquoi je mets pas une note au-dessus de pilote moyen ? Parce que Mercedes qui ne prend que la 4e place, c'est quand même une déception. C'est une déception. Voilà, on s'attend à mieux de Mercedes. Donc après, c'est pour ça que je mets un 13/20, mais la bagnole n'est pas bonne. Les évolutions n'arriveront pas avant le Grand Prix d'Espagne. Ça veut dire que Miami, il va falloir encore se taper une voiture qui ne marche pas. Si en plus en Espagne les évolutions ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que ça va encore décaler le calendrier, et je ne suis pas sûr que les évolutions apportées en Espagne marcheront pour Mercedes. Donc pour l'instant il faut garder son mal en patience, mais je trouve qu'il fait vraiment du très bon travail. En même temps, son expérience chez Williams, relancer une équipe qui était nulle part, c'était déjà pas facile. Donc il a peut-être plus l'expérience d'être vraiment dans la grosse difficulté que Hamilton, qui, à part son année chez McLaren en 2009, a toujours eu quand même des voitures potables, à part chez McLaren en 2009. Donc c'est la différence avec Russell, qui lui a connu une mauvaise voiture en Formule 1. C'est peut-être pour ça qu'il arrive à mieux s'adapter à cette situation que Lewis Hamilton. 13/20 également pour Albon. Week-end qui démarrait mal avec le frein arrière qui explose. Ça fait 2 fois quand même qu'ils ont un frein arrière qui pète chez Williams. Il y avait eu Latifi lors des essais de Bahreïn. Donc là, Albon en tout début de qualification, donc il part dernier sur la grille de départ. Il arrive quand même à finir ce week-end 11e. Pour moi, c'est un très bon résultat pour Alexander Albon. On voit que les 6 kilos de perdus permettent à la voiture d'être un peu plus efficace. Malgré tout, je pense que c'est un petit peu une solution cache-misère, je dirais, d'enlever ces zones de peinture pour améliorer la performance. Je pense qu'il n'y a pas que le poids qui est un problème chez Williams. Je pense qu'on a un concept qui est un concept similaire à Mercedes et qui n'est pas facile à mettre en place,
et que Williams n'a pas les moyens de Mercedes. Donc si Mercedes est déjà en difficulté, c'est sûr que pour Williams c'est encore moins évident. Et puis Albon, il doit être le chef de file de l'équipe parce que Latifi est pas au niveau. Et c'est la première fois qu'il se retrouve à être dans cette situation-là parce que chez Toro Rosso, il était face à Kvyat, mais Kvyat n'était pas un mauvais pilote, c'était un pilote moyen, Kvyat, mais c'était pas un mauvais pilote. C'est un pilote qui savait quand même faire le job. Pareil face à Verstappen, voilà, c'était Verstappen qui était le chef de file de l'équipe. C'est la première fois qu'il se retrouve à être leader d'une équipe où on compte vraiment sur lui pour amener des résultats. Et je trouve que pour le moment il s'en sort bien. Et là ce week-end, cette 11e place, on parle de la 8e place de Vettel qui est une victoire, mais la 11e place de Albon vu le week-end, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le pilote Williams. Une pléthore de 12 sur 20. Je commence avec Stroll, 12 sur 20, 10e place. Bon, il est quand même derrière Vettel. Il y a quand même, les deux grands prix auraient dû être encore un bénéfice important pour Stroll. Il prend un bon départ. Après, les rythmes de course n'étaient pas top. Mais derrière lui, les pilotes étaient encore plus en difficulté. Donc voilà, c'est une 10e place. C'est pas un résultat extraordinaire, mais il a fait le job sur ce week-end de course. Bon, malgré tout, en qualifie, il est derrière Vettel tout le temps. Ça pose un problème. Mais en course, je dirais que l'écart de performance avec Vettel était un peu moins fort. À lui maintenant de progresser en termes de résultats, mais c'est vrai que face à un Vettel qui va en Q3, lui s'arrête en Q2, face à un Vettel qui fait 13e de la course 1, lui il ne fait que 15e, et puis face à un Vettel qui fait 8e, lui il ne fait que 10e, donc voilà, il y a toujours un écart de performance entre les deux. Magnussen 12 sur 20, As qui était pas très inspiré en termes de stratégie. C'est la seule équipe qui a mis 2 pilotes en médium pour la course sprint. C'était une mauvaise idée parce que vu que Leclerc a déjà eu du graining avec ses softs, je parle même pas du graining, de la difficulté que devait avoir Magnussen avec ses pneus. Et puis aller monter en température et aller garder en température. Et puis, bon, il fait une bonne qualif, il part 4, mais au fur et à mesure de week-end, ça s'est délité. C'est un peu dommageable. Voilà, Magnussen, pour le moment, il arrive à faire un bon tour rapide, mais ensuite, en course, il a un peu plus de mal. Alors, il rapporte encore des points As, ça c'est important, ça c'est clair et net pour l'équipe américaine. Mais c'est vrai que en termes de performance pure en course, il a encore du mal. C'est aussi le fait qu'il n'était pas prévu pour faire la saison, donc peut-être que physiquement, il souffre encore, elle disait au niveau du cou, c'était pas prévu, donc le travail au niveau du cou, ça se fait pas comme ça, de se remuscler fortement le cou pour la Formule 1. Et puis vous avez le pompage. Alors la A, c'est peu touché par l'effet de pompage par rapport à d'autres équipes, mais forcément, c'est Russell qui en parlait, il disait, là ce week-end c'était un enfer avec le phénomène de pompage sur la Mercedes, qui est l'une des voitures les plus touchées, il disait ça coupe le souffle. Et il a des douleurs au dos, à la poitrine, parce que ça coupe le souffle sur les gros chocs et que c'est vraiment impossible à gérer. Et là, Magnussen, c'est peut-être aussi ce phénomène-là duquel il souffre. Mais bon, il prend quand même des points. Mais je pense que la voiture était capable en course de faire un petit peu mieux, mais les devants sont équipiers, donc c'est aussi ce qu'on attend de Magnussen. Leclerc, 12 sur 20. J'ai pas été trop méchant avec Charles Leclerc. Je suis moins méchant que lui avec ses erreurs, parce que c'est vrai que Leclerc, pour ceux qui n'ont jamais entendu une interview, il est toujours ultra sévère avec lui. Voilà, là il a dit en interview, j'ai fait une connerie. Certes, il fait une bêtise. Je pense aussi que Ferrari a raté complètement sa stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont mal calculé leur coup. Il n'aurait jamais dû repartir derrière Norris, ce qui lui coûte des tours rapides. Il aurait, ce qui fait qu'il se retrouve derrière Pérez, alors que normalement il aurait dû dépasser facilement Pérez.
Et forcément, il a tenté de dépasser Pérez et il aurait fallu le calmer parce que il attaquait déjà fort le tour d'avant, donc il aurait fallu lui dire calme-toi Coco, on est troisième, c'est déjà mieux que rien, les Red Bull sont meilleurs que nous. Bon laisse filer Pérez, voilà, on a fait une erreur, mais je pense que du côté de l'équipe, on lui a pas dit. Et il fait cette erreur. Il a du cul quand même, une chance monumentale. Leclerc, c'est que il fait son tête à queue à la Variante Alta. C'est un endroit où normalement quand tu tapes dans le mur, tu casses la voiture. Il tape latéralement et la voiture n'a rien. Ce qui montre que la Ferrari c'est quand même du solide, qu'elle peut aller au contact parce que je suis pas sûr qu'une AlphaTauri pardon, aurait réussi à résister au contact avec le mur. Voilà, belle perf quand même du côté du pilote monégasque. Le week-end de toute manière avait mal commencé avec le vol de sa montre par un faux fan, les conditions qui étaient difficiles. Je pense qu'il a plutôt bien géré la pression des fans. C'est vrai que j'ai entendu Laurent Dupin lui poser la question, mais je pense que la pression autour de ce Grand Prix n'était pas trop forte. Puis je m'attendais à une plus grosse ambiance que ça du côté de Imola. J'ai retrouvé un petit peu l'ambiance qu'on avait dans les années 2000, ça veut dire un Imola où c'était pas fou, c'était pas Monza avec la longue ligne droite, hein. Là c'était beaucoup plus calme, ou même l'Australie où il y avait une grande ferveur à l'arrivée de la course. Là c'était beaucoup plus feutré du côté d'Imola. Mais c'est sûr que c'est dommageable pour le pilote monégasque. Il marque quand même des points, c'est-à-dire qu'il imite bien la casse aussi. C'est pour ça que j'ai pas mis une note en dessous de la moyenne, parce qu'il imite bien la casse, me semble-t-il. Charles Leclerc, 10 sur 20 pour Alonso. Week-end gâché par on va dire, ce contact avec Schumacher. Bon après, Schumacher part en tête à queue, lui il peut pas l'éviter. Ça pète le fond plat, ça pète un élément de carrosserie. Bon, c'est dommageable pour Fernando Alonso, ça lui coûte la course parce qu'il faisait jusqu'à maintenant un week-end vraiment très bon, et s'il n'avait pas eu ce problème-là et qu'il s'était maintenu 6 ou 7, il avait 13 ou 14 facile Fernando Alonso. Zhou, 9 sur 20, c'est dommage son erreur en course sprint, c'est sa première erreur de la saison. Bon, il a tenté de dépasser à Piratella, c'était une grosse prise de risque. Après, c'est un circuit qu'il connaissait assez peu, Zhou, puisqu'il avait peu couru sur cette piste. À partir du moment où tu pars loin en course, c'est compliqué. C'est dommage cette erreur-là. Bon, après, il fait pas d'erreur en course, il prend de l'expérience sous la pluie. C'était pas un week-end vraiment évident pour un pilote débutant, donc c'est pour ça que je mets 9 sur 20. Parce que c'était presque le pire type de week-end qui pouvait arriver à un pilote débutant. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas être trop méchant avec le pilote chinois. Je passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Lewis Hamilton, 7 sur 20. C'est pas qu'un problème de voiture là, parce que Russell avec la même voiture, il fait 4. Donc est-ce que c'est un problème de pilotage peut-être, c'est-à-dire que Hamilton n'arrive pas à s'adapter à ces nouvelles Formule 1 peut-être. Est-ce que c'est un problème mental? Il s'attendait à prendre sa retraite l'année dernière en finissant sur un 8e titre mondial face à Verstappen, et puis il gagne pas ce 8e titre mondial et il redémarre sur cette saison avec une voiture qui n'est pas fantastique et qu'il a du mal à trouver la motivation. Mais même en interview, c'est du Hamilton de la fin de la période McLaren, quoi. C'est vraiment le Hamilton qui fait la gueule. Enfin, il a même quasiment engueulé les journalistes parce que la lumière, le spot d'éclairage que vous avez sur vous était trop fort. Enfin, je rappelle que les mecs font leur job, il faut de la lumière pour faire une bonne image. Mais ouais, c'est pas le Hamilton que j'aime. Voilà, le Hamilton sous Paulet, qui s'engueule avec Toto Wolff, qui parle dans la radio, qui est pas très agréable à la radio, et puis en termes de performance. Puis de toute manière, Hamilton, il n'était pas non plus à fond, parce que normalement Hamilton, quand il attaque, ça s'entend, il a le souffle court. Là, vous l'entendiez à la radio très facilement, pas du tout le souffle court, donc je pense qu'il y a vraiment une démotivation chez Hamilton. Il a même dit, en interview avec Laurent Dupin,
Bon, ce lundi, je pars à l'usine, mais bon, je pense que je pourrais pas faire grand-chose, c'est pas de mon ressort presque. Enfin, le problème, c'est que l'écart de performance entre trois aérosols, ça, c'est de ton ressort. Alors en plus, il n'est pas aidé non plus par un grand monsieur, Nico Rosberg, qui l'a défoncé complètement sur Sky. J'ai vu les traductions, parce qu'il faut savoir que moi je suis une quiche en anglais, mais j'ai vu les traductions. C'était vraiment, il a tiré à la mitraillette sur Hamilton, Rosberg. Bon, on savait que les deux s'appréciaient pas. Bon, l'inimitié ne s'est jamais calmée depuis la retraite en Formule 1 de Rosberg, parce que Hamilton s'est souvent moqué des vidéos de Rosberg sur les Grands Prix de Formule 1, avant les Grands Prix de Formule 1 sur YouTube. Il s'est souvent moqué de Rosberg. Donc on savait que les deux n'étaient pas proches. Bon, là, il y allait c'est vénère. Malgré tout, il a dit que l'homme de la situation chez Mercedes, c'était Toto Wolff. Donc il arrive quand même de temps en temps à dire du bien de Mercedes. Mais Hamilton, oui, il est pas dans le coup là. Hein. Et c'est pas qu'une question de voiture, c'est aussi une question là de bonhomme. Donc il va falloir trouver la solution pour Hamilton très vite parce que sinon Russell va commencer à prendre en main l'équipe. Et on va faire un comparo avec Vettel-Ricardo. Vettel, il s'est fait dégager de Red Bull en 6 ou 7 Grands Prix, hein, où Ricardo a pris l'avantage sur Vettel. Il suffit que Russell gagne une course, avec un scénario un peu fou, par exemple à Miami, par exemple, je sais pas, on a Azerbaïdjan qui est pas dans longtemps, ou au Canada, qui sont des Grands Prix, ou à Monaco, qui sont des Grands Prix qui peuvent être complètement fous. Vraiment, Hamilton, il se retrouvera à être numéro 2, et puis ça peut aller vite en F1. Regardez, Vettel Ricardo chez Red Bull, ça arrivait très très vite. Schumacher, 7 sur 20. Ça commence à être inquiétant, Mick Schumacher, hein. L'écart de performance avec Magnussen. Je rappelle que Magnussen était un pré-retraité. Voilà. Ça va être intéressant pour les autres pilotes de la filière Ferrari qui arrivent. Parce que je suis pas sûr qu'on garde Schumacher. Hein. Le nom ne suffit pas. J'ai peur qu'il rejoigne son cousin en DTM, qu'il rejoigne David Schumacher en DTM, parce que là, il fait une erreur au départ. En plus, il nique la course d'Alonso, pas de chance pour lui. Mais le rythme n'était pas là ce week-end pour Mick Schumacher. Encore une fois, je vais me répéter, hein, certains vont dire il est méchant, mais Schumacher pour moi il est devenu champion de F2 parce qu'il savait utiliser l'embrayage de la F2 et que c'est l'un des embrayages les plus compliqués à utiliser des sports mécaniques. C'est la voiture la plus compliquée pour faire des bons départs. S'il n'avait pas eu cet avantage-là, je suis pas sûr qu'il aurait été devant Callum Elliott. Je me dis qu'on a un peu sacrifié la carrière de Callum Elliott qui est aujourd'hui en GT3 et qui fait du bon boulot en GT. Au Mans également en GT. Pour Schumacher, je pense que Callum Elliott était plus prometteur que Schumacher. Callum Elliott, au moins, il était rapide en qualification. Il était un petit peu frêle au niveau mental, mais je trouve qu'en qualification, il était meilleur que Schumacher. Et voilà, Schumacher, là, en termes de rythme, en face, c'est Magnussen, quoi. Magnussen, il était battu en qualif par rapport à Grosjean. Même si ça a toujours été un bon pilote de qualif, mais même sur le rythme de course. Malgré le fait que Magnussen soit en difficulté, il n'arrive pas à marquer des points. Et puis l'erreur au premier virage, alors qu'il est 10e sur la grille de départ et qu'il peut marquer des points, c'est pas top pour Schumacher. Et il manque vraiment de rythme. Derrière lui, il y a que Latifi. Il est derrière Latifi même pendant la course. Il n'y a que Ricciardo qui est derrière lui. Et je rappelle que Ricciardo, on lui a un peu niqué la stratégie avec les pneus hard. Pilote suivant, Ricciardo, 6 sur 20. Alors j'étais assez circonspect quand même. J'ai regardé la course sur Canal. Pas en direct, parce que je regardais Liège-Bastogne-Liège, je peux pas me dupliquer. Mais j'ai vu les commentaires de Julien Febvre et de Villeneuve qui disaient « Oh là là, c'est que Ricciardo, c'était presque un attentat qu'il avait fait sur Carlos Sainz. » Non. Moi, je suis totalement d'accord avec la direction de course. Pour moi, c'est un fait de course. Voilà. Alors, j'aurais compris qu'il y ait une petite pénalité, un drapeau blanc et noir. Mais déjà, pour moi, 5 secondes, ça aurait été trop. 5 secondes de pénalité.
pour moi, c'est absolument pas un attentat. Ricciardo à l'intérieur, Sainz a pris un mauvais départ, bon, Ricciardo se retrouve à l'intérieur. Il est un peu derrière au virage, Ricciardo. Bon voilà, il se tape à la réaccélération, mais je rappelle que le circuit était humide, c'est quelque chose qui peut arriver. Enfin, les deux étaient quasiment en train de dire que c'était un attentat. Non, pour moi, c'est pas un attentat. J'ai regardé en plus plusieurs fois parce que je me suis dit, bah, peut-être que je comprends pas un élément, peut-être que je rate complètement un truc. Mais pour moi, c'est un fait de course, hein, vraiment. Pour moi, entre Ricciardo Enfin, j'ai pas compris tout ce truc-là autour de Ricciardo. Or, malgré tout, Ricciardo, bon, bah, ça lui plombe son week-end. Pourquoi je mets 6 sur 20? Parce que il avait pas de rythme de course. Alors après, c'est peut-être à cause d'un problème dû à ce contact-là. Les pneus hard, c'était une mauvaise idée du côté de chez McLaren. Et bah, d'un côté, Norris fait 3, lui, il fait 18e de la course. C'est un petit peu le grand écart. Ça va pas être top pour Ricciardo. Et puis, bah, encore une fois, des problèmes de temps de roulage aussi pour Ricciardo. Enfin voilà, c'est un week-end encore très compliqué pour Ricciardo. Il aurait pu avoir 14 si il finissait 8e ou 9e, parce qu'il a eu quand même un week-end qui n'était pas évident. Mais comme il finit totalement hors des points, c'est un petit peu compliqué pour moi de lui donner plus que 8 en termes de notes. Sainz, 5 sur 20. Il aurait peut-être pas été tapé par Ricciardo s'il s'était pas crashé en qualification, ce qui lui coûte un bon week-end. Il se crache en qualification, donc sa course sprint c'est une remontée, mais il doit remonter 4-5 positions, c'est pas évident. Et puis ensuite en course, bah, encore pas de points de marqué, bien entendu. Là, la hiérarchie est à l'avantage de Charles Leclerc. Il va se transformer en pilote numéro 2, je pense, maintenant, Carlos Sainz. C'est triste, mais c'est comme ça. Il a perdu trop de points en début de saison. Voilà. Bon. Là, sur ce week-end-là, ça a été catastrophique. Sur ce week-end. Et, bon, certes, l'accident avec Ricciardo, c'est pas de sa faute. Pour moi, c'est un fait de course. Il laisse un peu de place, bon, même si c'est évident, pas facile de passer à 2 ici à cet endroit-là. Mais du côté de Sainz, bah, ça lui coûte des points, énormément de points, hein, cet incident. Mais cet incident, il est dû au fait qu'il part 5e sur la grille de départ parce que de la course longue, parce que sur la course sprint, il est obligé de faire une grosse remontée. S'il se crache pas, peut-être qu'il est plus rapide, mais de toute manière, il y avait quand même un écart de performance en qualif entre les deux, entre Vettel et Leclerc et Sainz. Je ne sais pas pourquoi je veux dire Vettel depuis le début de la vidéo. Donc au bout d'un moment, tu peux pas faire des merveilles non plus. C'est décevant. Voilà, c'est juste une énorme déception pour moi, Carlos Sainz, parce que il pouvait faire tellement mieux sur ce week-end de course et voilà, ça a été complètement raté. Donc triste pour lui. Et puis j'ai mis 2 sur 20 à Latifi pour la dernière note. Il a fait acte de présence, il est venu. Après, bon, il est largué en termes de rythme. Par rapport à Albon, l'écart est flagrant. En qualif, il est nulle part. Je ne vais pas dire du bien de Latifi. Il est pour le moment nulle part. Il enchaîne les erreurs avec cette voiture. Bon. Il va falloir très vite trouver la solution parce que sinon, la fin de saison va être compliquée aux pilotes canadiens. On passe au classement. Championnat pilote en tête, Charles Leclerc devant Max Verstappen, Perez, Russell. L'écart est encore important pour Leclerc sur Verstappen, il a encore une belle marge. Donc Sainz est désormais 5e, juste devant Lando Norris, Lewis Hamilton. Bottas, Ocon et Magnussen. Pierre Gasly est 13e, début de saison quand même un petit peu difficile pour Pierre Gasly qui est même derrière Tsunoda au championnat du monde pilote. Et puis au championnat du monde constructeur, Ferrari est en tête avec quand même une grosse perte de points par rapport à Red Bull. Il n'y a plus que 11 points d'avance pour Ferrari devant Red Bull. On retrouve ensuite Mercedes, 3e, qui peut pour le moment pas faire mieux. McLaren 4e, qui prend des beaux points avec Norris. On retrouve ensuite Alfa Romeo qui passe devant Alpine, qui fait un 0 pointé ce week-end. Et puis AlphaTauri, As, le match pour la 7e place.
et Aston Martin qui prend ses premiers points. Donc Williams se retrouve dernier avec un seul petit point. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Prochain débrief de Grand Prix, ça sera dans 15 jours du côté de Miami. On reviendra sur la course à Miami. Il y aura bien entendu la présentation de ce circuit auparavant. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, notamment le cyclisme. Très vite. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.